Imaginez une faible flamme vacillante, close dans une coupelle d'argile, projetant des ombres longues sur des murs de pierre encore chauds du jour. L'air porte l'odeur du pain qui lève, et quelque part, le frottement d'un métier à tisser qui rit sous les doigts d'une femme. C'est dans cette lumière humble que se déroulait la vie quotidienne il y a 2000 ans. Non pas des palais, ou des sanctuaires éloignés, mais des maisons, où la foi, le travail et les repas se mêlaient étroitement. À quoi ressemblaient vraiment ces maisons au temps de Jésus, et comment la présence du sacré se glissait-elle dans les gestes quotidiens? Notre enquête commence dans cette lampe d'argile, dans la chaleur d'une cour, au milieu des objets qui ont traversé le silence des siècles. La première image à retenir est celle d'un espace centré sur une cour. Que l'on soit en Galilée ou autour de Jérusalem, les maisons de ce paysage méditerranéen se construisaient autour d'un vide utile. Une cour souvent non couverte, où la lumière et l'air pouvaient entrer. Autour de cette cour s'organisaient des pièces basses, des espaces de stockage, parfois un atelier. Les murs étaient faits de pierres locales, empilées et parfois enduites d'un mortier grossier. Des briques de terre crue pouvaient compléter l'ensemble et la charpente du toit utilisait le bois disponible, branchages et poutres. Les toits eux-mêmes, plats et accessibles, servaient d'extension de la maison, pour dormir lors des nuits chaudes, pour étendre le linge, pour conserver des récoltes à l'abri des animaux. La maison n'était pas seulement un abri, c'était un système de vie, un moteur d'activité multiples. Le climat, la géographie et l'économie dictaient la forme de l'habitat. Dans les villages, les constructions étaient plus modestes, compactes, quelques pièces autour d'une cour, parfois une seule grande pièce multifonctionnelle. Dans les bourgs plus prospères, des maisons plus étendues offraient des zones spécialisées, un espace de stockage plus grand, une cour intérieure plus soignée, un atelier attenant au domicile. Mais même dans les demeures où la pierre était plus finement taillée, les limites entre privé et rituel restaient floues. Un coin servait de lieu de repas, et à certains moments, devenait lieu de prière. Les indices archéologiques, fragmentaires et prudents, nous permettent d'esquisser ces formes sans jamais avoir la certitude absolue. Ils suggèrent plutôt des habitudes, des possibilités, des variations selon le statut social et les ressources locales. Après quelques instants passés à imaginer cette cour, arrêtons-nous un instant. Si cette enquête vous parle, abonnez-vous pour suivre la suite de notre exploration des maisons du temps de Jésus. Entrons maintenant un peu plus dans le détail de cette architecture quotidienne. On remarque d'abord la simplicité des aménagements. Les murs intérieurs étaient bas, souvent non blanchis à la chaux dans les foyers modestes, mais parfois enduits et peints dans les maisons aisées. Les sols pouvaient être de terre battue, parfois recouverts d'un dallage rudimentaire ou de tuiles. Une ou deux petites fenêtres, plus souvent des ouvertures hautes que des fenêtres vitrées, laissaient filtrer la lumière et offraient une ventilation sommaire. L'intimité était relative. Les pièces communiquaient entre elles, et la vie se faisait en grande partie à l'extérieur ou dans la cour. Les chambres, lorsqu'elles existaient, étaient polyvalentes. On y dormait, on y rangeait des objets précieux, parfois on y conservait des jarres de nourriture. Au centre de l'activité domestique se trouvait le foyer, parfois matérialisé par un tabin, un four en argile, souvent semi-enterré, utilisé pour cuire le pain. Le tabin, simple et robuste, est l'image d'une cuisine où l'essentiel est produit, du pain quotidien aux plats mijotés. À côté, des jarres d'argile de formes variées contenaient l'huile, l'eau, le grain. Ces jarres, lisses ou striées, montrent la place centrale du stockage dans une économie où l'autosuffisance et la conservation des provisions étaient vitales. Des petites lampes à huile en argile, que l'on remplissait d'huile d'olive et d'un brin de lin, éclairèrent la nuit. Leur lumière faible mais persistante rythmait les heures et accompagnait les prières et les récits. Comme le dit un verset qui a traversé les siècles, « Ta parole est une lampe à mes pieds », l'image biblique rejoint ici l'image matérielle. Lumière et guidée se répondent. Les dimensions des pièces restent souvent modestes. Beaucoup de maisons rurales pouvaient tenir sur quelques dizaines de mètres carrés. La cour, parfois à peine plus grande, concentrait échanges et travaux. Les murs porteurs servaient d'étagères pour les poteries, pour des outils, pour des petits coffres. Sur ces surfaces, on retrouvait des traces d'usage, des noirceurs près des foyers, des dépôts calcaires liés à l'eau, des vestiges de mortier. La robustesse de la pierre a permis à ces bâtiments de laisser des traces suffisantes pour que les archéologues puissent lire des habitudes, même si ces lectures demandent prudence et suppositions éclairées.
L'espace domestique n'était pas seulement matériel. Il était aussi marqué par des pratiques de pureté et des rites. Des installations pour l'eau, des bassins, des petites structures pavées pouvaient en servir à des ablutions et à des usages quotidiens de propreté. On trouve parfois dans les niveaux d'habitation de petites fosses ou des structures qui pourraient correspondre à des pratiques liées à la pureté rituelle, sans que l'on puisse systématiquement les identifier comme des mikvés domestiques. Les textes et la tradition juive montrent que la pureté rituelle occupait une place importante dans la vie quotidienne et que des pratiques domestiques tentaient d'y répondre. Ici aussi, l'archéologie complète mais ne supplante pas le témoignage textuel. Elle offre des indices, des possibles, des aménagements concrets qui s'inscrivent dans un contexte religieux et social. Les objets retrouvés dans les maisons complètent cette image. Parmi eux, les lampes à huile, évoquées plus haut, sont omniprésentes. Simples coupelles, ou plus élaborées, parfois marquées d'un motif, elles témoignent d'un geste répétitif, remplir, allumer, entretenir la flamme. Les poteries de stockage, souvent classées par typologie, révèlent des habitudes alimentaires, des cruches pour l'huile, des amphores pour le vin, des jarres larges pour le grain. Les ustensiles, spatules en bois, couteaux simples, meules pour écraser le grain, parlent d'une cuisine laborieuse. À la croisée du domestique et du rituel, certains objets peuvent porter une fonction symbolique. Une lampe placée dans un coin particulier, une pierre marquée, une petite urne disposée près d'un seuil. Ces signes sont rares et ouverts à l'interprétation. Ils demandent une lecture conjointe des textes et du contexte archéologique. La question de l'espace sacré dans la maison se pose avec délicatesse. Les maisons n'étaient pas des temples, mais elles contenaient des gestes et des objets sacrés. Le schéma. Écoute. Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. Se récitait sans doute dans les foyers, des bénédictions accompagnaient les repas, des souvenirs d'événements religieux se transmettaient oralement. Les repas eux-mêmes pouvaient prendre une dimension rituelle. La Pâque, lorsqu'elle était célébrée à domicile, structurait la table et la narration. On se rappelait collectivement un récit fondateur, on faisait mémoire en mangeant. Ces pratiques montrent que la frontière entre domestique et sacré était poreuse. La maison, dans son économie matérielle, était aussi un lieu de transmission religieuse. Les rôles et les activités se répartissaient selon les besoins et les ressources. L'homme pouvait travailler comme artisan, agriculteur, pêcheur. L'atelier se trouvait parfois adossé à la maison, l'atelier de potier, la forge, l'espace de tissage. La femme gérait en grande partie le foyer. Préparation du pain, gestion des provisions, soins des enfants, filage et tissage, parfois commerce local. Les enfants apprenaient les gestes par imitation, moudre, semer, prier. Les visiteurs étaient nombreux dans une culture de l'hospitalité. Accueillir un voyageur ne relevait pas d'un luxe, mais d'une exigence sociale et religieuse. Une maison modeste pouvait alors se transformer en hôtellerie, et la cour devenir un lieu d'échange et de récit. Dans la lecture des vestiges, la stratigraphie est notre guide prudente. Les archéologues dégagent des couches successives de vie. Sol, rejet, réfection. Chaque niveau raconte une tranche d'histoire domestique. Réfection d'un mur, réparation d'un toit, remplacement d'un tabin. Ces couches permettent de reconstituer des séquences et de dater approximativement les occupations. On observe parfois des dépôts intentionnels, des objets enfouis dans les fondations, des fragments de poterie disposés dans des interstices qui peuvent correspondre à des gestes rituels de protection ou de mémoire. Mais là encore, l'interprétation doit rester humble. Un dépôt peut être fonctionnel, symbolique ou accidentel. Prenons un instant pour imaginer une scène précise. Au petit matin, dans une cour de pierre, une femme glisse ses mains dans la pâte qu'elle vient de pétrir. Le tabin, encore tiède, rend l'air plus sec. Elle forme des galettes qu'elle enfourne, puis passe au métier à tisser pour réparer une bande qui commence à lâcher. Un enfant ramasse des brindilles pour le feu pendant que le père, sorti tôt, vérifie un filet ou une vigne. Dans un coin, une lampe reste allumée, signe d'une prière murmurée ou d'une veille. À table, on partage le pain, un peu de poisson ou de légumineuses. La parole circule, les récits fondés sur la Torah ou les prophètes accompagnent le repas. Ces gestes, répétés, tissent la continuité d'une tradition vivante. L'archéologue entre ensuite dans l'image. Il fouille, il met au jour des tessons, il découvre une lampe gravée d'un signe simple.
L'écrit est rare dans ces contextes domestiques mais pas absent. On retrouve parfois des inscriptions brèves sur des ostracas, tessons écrits, ou sur des petits objets, des graffitis qui évoquent un nom, une prière, un souhait. La lecture de ces traces matérielles, en conjonction avec les textes connus, nous ouvre un corridor vers la subjectivité des habitants, leurs préoccupations, leurs ressources, leurs croyances. Toutefois, il serait imprudent de tirer des conclusions générales à partir d'un objet isolé. Un motif gravé peut être décoratif, protecteur ou simplement utilitaire. La question des latrines et de l'hygiène domestique mérite une brève mention. Les installations sanitaires variaient. Dans certains contextes, on trouve des fosses ou des latrines rudimentaires, parfois à l'extérieur de l'aire d'habitation, parfois intégrées à la structure. L'usage de l'eau, limité et précieux, orientait les pratiques de nettoyage et de conservation. Ces réalités quotidiennes influencèrent les normes de pureté et les dispositions rituelles. Ce n'est pas un hasard si des règles de propreté et de séparation apparaissent fortement dans les textes. Elles répondent à des nécessités concrètes d'un quotidien où l'eau n'était pas à profusion. D'un point de vue économique, la maison était aussi un lieu de production. Les artisans opéraient à domicile. Tisserands, potiers, menuisiers pouvaient exercer leur métier en partie dans des espaces attenants. Les outils retrouvés, meules, poids de métier à tisser, outils de coupe, parlent d'une économie domestique intégrée. Ainsi, la maison était à la fois lieu de reproduction biologique et unité de production économique. Les variations de richesse se manifestaient dans la qualité des matériaux, dans la taille des espaces, dans la présence ou non d'éléments décoratifs. Revenons aux objets rituels discrets. Parmi eux, les lampes possèdent une force symbolique particulière, parce que leur lumière matérielle se mêle à des images spirituelles. Les lampes pouvaient être déposées à des endroits choisis, près d'un seuil, en haut d'une étagère, ou dans un coin préparé pour la prière. Un motif gravé sur une lampe, une palme, une croix précoce ou un symbole géométrique, peut témoigner d'une appartenance ou d'un souhait. Les archéologues évoquent aussi des aménagements pour la lecture et l'étude, des supports, des petites tables, des coins tranquilles où l'on récitait ou commentait les textes. L'étude et la transmission se faisaient souvent au cœur de la maison, loin des écoles formelles. À présent, tournons notre regard vers la manière dont les archéologues lisent ces indices. La méthode combine plusieurs étapes: déblaiement méticuleux, enregistrement des positions, remontage des tessons, analyse des résidus alimentaires, étude au microscope des cendres et des grains. L'archéobotanique et l'archéozoologie permettent de recomposer les menus, restes de blé, d'orge, d'os de poisson, d'olive. Ces données nous donnent une image sensorielle. Le fumet d'un ragoût, le goût d'un pain fait au tabune, le craquement d'un os rôti. Parfois, des résidus chimiques dans des pots révèlent la présence d'huile ou d'aromates. Ces outils scientifiques enrichissent la narration, mais ils ne disent pas tout. Ils montrent des habitudes, non des pensées. Il est instructif de comparer les maisons d'un village de Galilée avec celles d'un quartier ou d'une ville proche de Jérusalem. Les différences tiennent moins à une rupture culturelle qu'à des variations de fonctions et de ressources, proximité d'un marché, accès à des matériaux, statut fiscal. Les maisons urbaines pouvaient avoir des annexes commerciales, des étages supplémentaires, des cours intérieurs plus soignés. Mais la structure de base, cours, pièces multifonctionnelles, toits accessibles, reste remarquable par sa continuité. Cette continuité nous rapproche d'une impression de familiarité. Malgré le temps, certains gestes domestiques nous apparaissent étonnamment proches. Les textes bibliques, quand ils s'intéressent au quotidien, renforcent cette impression. Les paraboles, les prescriptions de la loi, les récits d'hospitalité ou de repas, donnent des images qui résonnent avec ce que disent les murs. L'évocation d'un repas partagé, d'un invité qui arrive, d'une lampe allumée au seuil, croise ce que les poteries et les sols nous racontent. Mais prudence, la correspondance n'est pas mécanique. Les textes répondent à des enjeux théologiques, moraux et liturgiques, et ne cherchent pas toujours à dessiner un manuel d'architecture. Pourtant, lorsqu'un verset ou une histoire biblique décrit une scène domestique, elle prend sens dès que l'on comprend l'espace et les objets qui y figurent. En approchant d'un espace domestique préservé, l'émotion change. On imagine le décor figé, la poussière qui écrit l'oubli, puis l'archéologue qui fait tomber le voile. Parmi les éléments susceptibles de déclencher cet émoi, une cour intacte,
quelques lampes alignées, des jarres encore en place font palpiter l'imaginaire. Découvrir une lampe gravée ou une inscription sur un tesson, c'est entendre un souffle de voix derrière le silence des pierres. Ces moments, où l'objet singulier relie la main humaine et la mémoire collective, constituent le point de rencontre le plus intime entre archéologie et foi. C'est ici que la tension se fait sentir. L'archéologie apporte des indices, mais ne peut décider des interprétations spirituelles. Une lampe retrouvée à un seuil peut être simplement utilitaire, et en même temps, un objet chargé de sens pour une famille qui l'a aimé et conservé. Le rôle du chercheur est d'offrir des lectures possibles, de croiser données matérielles et textes, tout en respectant les incertitudes. Ainsi, quand nous parlons de lieux de prière domestique, nous ne proclamons pas l'existence d'un sanctuaire formel chez chaque famille, mais nous reconnaissons la capacité des gestes et des objets à instaurer un espace sacré au cœur de la vie quotidienne. À mesure que nous nous apprêtons à entrer plus précisément dans la cuisine, à poser la main sur le tabin et à déplier les gestes culinaires, il est utile de garder en tête cette délicate oscillation, entre preuves matérielles et interprétation, entre gestes et sens. Les prochains instants nous mèneront à la rencontre des artisans du feu, des femmes qui pétrissent, des meules qui grincent, et des objets qui font le lien entre le profane et le sacré. En franchissant le seuil de la cour vers l'intérieur de la maison, nous sentons déjà la chaleur monter, non seulement celle du four, mais celle d'une présence faite d'habitude, de paroles, et d'une foi vécue en gestes. En franchissant le seuil de la cour vers l'intérieur, la chaleur du lieu devient presque tangible, chaleur du tabac, chaleur des corps qui s'affairent, chaleur d'une parole qui se transmet autour d'un pain. Approchons maintenant la cuisine comme on s'approche d'un cœur, non pas pour y dénicher un objet sacré, mais pour comprendre comment les gestes ordinaires sculptaient l'identité religieuse d'une famille. Le tabac mérite qu'on s'y attarde. Construit d'argile, parfois en partie enfoui pour profiter de l'inertie thermique du sol, il occupe un coin de la cour ou une alcôve attenante. Son ouverture circulaire, à hauteur de couple, révèle la méthode. Des galettes de pâte posées l'une après l'autre sur la voûte chaude, prises puis extraites avec précaution. Pour le propriétaire, savoir faire du pain était une compétence de survie. Pour la famille, le pain était un rite quotidien. La fabrication du pain impliquait une chaîne de tâches, mouture, tamisage, pétrissage, repos, cuisson, qui faisaient participer plusieurs générations. Chacune de ces étapes a laissé des traces archéologiques. Meules en pierre polie, résidus de pollen et d'amidon sur les bords des pots, accumulation de cendres autour du four. L'étude de ces résidus par la science moderne permet d'imaginer la texture du pain, sa lenteur de cuisson, et même certains assaisonnements possibles. Autour du feu, les ustensiles parlent. De grandes jarres pour l'huile, de plus petites pour l'eau, des cruches à col étroit pour le vin, des plats peu profonds pour servir. La classification des céramiques est une clé qui ouvre des savoir-faire anciens. Les amphores, souvent confondus dans l'imaginaire, servent surtout au transport et au commerce. Les grandes jarres domestiques, parfois appelées pitois, restent au foyer pour conserver les céréales, l'huile, les olives. Leur taille et leur épaisseur indiquent le stockage à long terme. La nécessité de protéger les réserves contre l'humidité et les rongeurs. Certaines jarres portent des empreintes de cordage ou des incisions qui facilitent leur manipulation ou signalent leur contenu. À la lumière d'une bougie ou d'une lampe, ces formes prennent une présence presque sculpturale. La poterie, usée par les mains, devient la mémoire matérielle des repas partagés. Le mobilier fixe était minimal. Une petite table basse pour le repas, des coffres pour garder les vêtements et les tissus, des lits sommaires qui, durant la journée, se repliaient pour laisser place aux activités. Les chambres n'étaient pas des sanctuaires privés au sens moderne. Elles étaient des espaces polyvalents. On y dormait, on y conservait des objets précieux, on recevait parfois un visiteur intime. Les familles nombreuses occupaient parfois la même pièce, les plus jeunes à proximité des parents, les animaux de petite taille dans des coins pour la nuit. L'isolation thermique et phonique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La maison respirait et communiquait. Cette porosité sociale renforçait le rôle de la cour, qui agissait comme salon, atelier, cuisine et salle à manger. Les toits plats furent l'un des espaces les plus singuliers de ces maisons. Le toit servait à sécher des récoltes, à filer la laine, à entreposer des amphores légères, à dormir lors des périodes de chaleur étouffante. On y montait pour profiter du vent, mais aussi pour observer l'horizon. Un père scrutait les champs,
une mère repérait l'arrivée d'un invité. Parfois, des escaliers extérieurs en pierre menaient au toit, parfois une trappe intérieure permettait d'y accéder. Les toits, exposés, portèrent des traces différentes des sols intérieurs. Résidus végétaux, petites tessons oubliés, morceaux de cordage. De ces hauteurs, la maison regardait le paysage. Et le paysage, en retour, dictait certaines pratiques domestiques, quand récolter, comment stocker ou tendre l'ombre. Approchons à présent des objets davantage liés à la pratique religieuse discrète. Les lampes à huile ont déjà retenu notre attention, mais leur emplacement et leur usage méritent précision. On plaçait parfois une lampe près d'un coin préféré, peut-être où l'on récitait une prière, où l'on récitait le schéma ou partageait une bénédiction sur le pain. Une lampe posée au seuil pouvait signifier hospitalité, signe visible pour un voyageur de la disponibilité d'un foyer, ou, selon certaines lectures, servir d'enseigne de protection symbolique. Certaines lampes, plus travaillées, portent des motifs ou des traces d'usage prolongés. La suie, polie par le temps, épouse la paume comme une carte d'histoire. L'eau et la pureté rituelle sont des sujets où l'archéologie reste prudente mais curieuse. On trouve parfois de petites structures, ayant pu servir d'ablution, des cuvettes pavées, des puisards aménagés pour la récupération de l'eau. Dans certains contextes, des bassins plus élaborés, proches d'un bâtiment habité, suggèrent des pratiques de purification domestique. Les textes suggèrent que la pureté rituelle n'était pas seulement l'apanage des institutions cultuelles. Elle imprégnait la routine, orientait la manipulation des aliments, la séparation de certains déchets, l'organisation de l'espace lors de repas sacramentels. Là encore, l'archéologue propose des hypothèses. Ces installations pourraient traduire des pratiques de propreté liées au quotidien, ou bien des aménagements répondant à des prescriptions rituelles reconnues. La table et le repas sont au centre de la vie sociale et spirituelle. Les repas marquaient des moments de cohésion. On partageait le pain, on récitait des bénédictions, on racontait des récits fondateurs. Les repas pascaux, célébrés à domicile, impliquaient une liturgie de gestes, abattre, montrer, bénir, chanter, qui exigeait une configuration précise de la table et des ustensiles. Dans des fouilles, des alignements d'assiettes peu profondes ou des traces d'ustensiles autour d'un espace particulier peuvent suggérer l'emplacement d'un banquet ou d'un repas solennel. Les analyses chimiques de certains résidus alimentaires révèlent parfois la présence de vin, d'huile, d'herbes aromatiques, reliant l'archéologie au goût et aux textures de l'alimentation ancienne. Les pratiques artisanales et commerciales ancrées dans la maison révèlent une économie domestique intégrée. Un tisserand pouvait installer son métier le long d'un mur pour profiter de la lumière du matin. Un potier travaillait parfois dans un atelier adjacent ou dans une annexe et stockait ses productions dans des niches. Les outils retrouvés, dévidoirs, poids de métiers à tisser, fragments de clous, évoquent des savoir-faire dont la transmission s'opérait au sein du foyer. Parfois de petits signes d'échange commercial apparaissent, monnaies éparses, sceaux, tessons importés d'une région voisine qui témoignent d'échanges à petite échelle. Il faut prendre un moment pour rendre justice aux inscriptions et aux textes fragmentaires que l'on découvre dans les maisons. Les ostracas, tessons portant des écritures, fonctionnaient comme carnets rapides, reçus, listes, notes. Ils témoignent d'une pratique de l'écrit plus répandue qu'on ne l'imagine, et surtout d'une économie de la gestion domestique. Une ligne griffonnée, un nom, un calcul, tout cela nous renvoie à la vie concrète des foyers. Ces textes, bien sûr, sont rares et toujours partiels, mais chacun est une fenêtre sur une parole humaine qui a traversé l'usure des siècles. Dans certains cas, on trouve de courtes inscriptions sur des objets personnels, un propriétaire désigné, une formule de vœux, qui humanise le mobilier et montre que la foi, parfois, prenait la forme d'un mot écrit et conservé. Approchons maintenant la question des enfants et de la formation religieuse au foyer. L'éducation n'était pas seulement une affaire d'école, elle commençait dans la maison. Les enfants apprenaient les récits fondateurs au son des voix parentales, répétaient des bénédictions, observaient les gestes du sabbat et des fêtes. Les objets pour enfants, petites figurines, toupies, restes d'ustensiles miniatures, témoignent d'une vie ludique intégrée à l'apprentissage. Le foyer était à la fois salle de classe et théâtre de transmission. Mémoires orales, règles sociales, obligations religieuses se transmettaient par imitation et répétition. Le regard des archéologues est double.
Il collecte la matière et la met en conversation avec les textes. La démarche combine fouille minutieuse et analyse scientifique, mais aussi une grande dose d'empathie historique. Les méthodes modernes, datation par le carbone, analyse isotopique, études palynologiques, enrichissent le panorama. Elles permettent parfois de relier une strate à un événement climatique, une sécheresse à une variation de consommation alimentaire. Pourtant, les grandes questions demeurent. Comment lire la vie des personnes à partir d'empreintes minimes? Comment éviter de projeter nos catégories contemporaines sur un monde matériel différent? Les chercheurs avancent avec prudence, multiplient les comparaisons, confrontent leurs hypothèses. Les rapports de fouilles détaillent non seulement ce qui est trouvé, mais aussi ce qui manque, les lacunes de l'enquête, les incertitudes qui doivent rester ouvertes. Il est instructif, pour comprendre la diversité des habitats, de traverser mentalement plusieurs lieux. Une maison d'un village de Galilée, simple et compacte. Une maison d'un quartier proche de Jérusalem, plus soignée, aux cloisons mieux achevées. Une demeure périurbaine où coexistaient activités artisanales et espaces domestiques. Dans le village, la cour est souvent le centre vital où la plupart des actions se déroulent. Dans la ville, la maison peut être plus cloisonnée, offrant un front plus urbain, adapté à la proximité du voisinage et au regard public. Partout, cependant, nous retrouvons la même logique. Adaptation au climat, économie de matériaux, polyvalence des espaces. Nous pouvons maintenant imaginer une microscène familiale, plus longue, qui condense ces éléments et fait la jonction entre matériel et spiritualité. Imaginez l'entrée d'un voyageur essoufflé qui frappe à la porte d'une maison modeste. La porte s'ouvre sur une cour, où une femme, les mains recouvertes de farine, accueille l'étranger. Elle lui tend une lampe, lui offre du pain chaud, dispose un morceau de poisson sur une assiette. Autour d'eux, des enfants observent, silencieux. Un vieil homme récite une bénédiction, la main posée sur la tête d'un petit. Le voyageur répond par un récit de route, mentionne un prophète qui a parlé récemment, échange des nouvelles. La table devient un tribunal de souvenirs et d'espérance. La lumière de la lampe dessine des visages fatigués mais ouverts. Cette scène, possible en bien des foyers, montre la porosité entre hospitalité, narration et spiritualité quotidienne. Les gestes d'accueil incarnent des lois, et les histoires racontées reprennent la trame des textes sacrés. Fouillons à présent au cœur d'une séquence archéologique, qui pourrait nourrir notre émotion, sans basculer dans l'affirmation gratuite. L'équipe fouille une petite maison aux murs encore partiellement dressés. Les couches supérieures dévoilent des rejets domestiques. Plus bas, un niveau bien conservé révèle une cour où 4 lampes sont alignées le long d'un mur, 2 grandes jarres encore adossées au mur, des fragments de table. L'une des lampes porte un motif simple, peut-être une palme stylisée. Dans cette configuration, plusieurs interprétations sont plausibles. Un rangement ordinaire, une mise en place rituelle, une série d'objets destinés à l'usage quotidien. Quel que soit le sens précis, la scène frappe par son immédiateté. On reconnaît l'économie du rangement, la prévoyance de stocker l'huile près du coin lumière, la prudence d'enterrer certains objets pour les protéger lors d'une période troublée. Sentir l'émotion provoquée par une cour presque intacte demande de garder en tête l'hypothèse de la pluralité des lectures. L'objet trouvé nous renvoie à la main qui l'a posé, à la décision rationnelle, à l'intention symbolique, à la vie fragmentée par le temps. La question du sacré domestique revient alors. En quoi ces objets, disposés de telle manière, pourraient-ils traduire une vivacité religieuse? À un niveau, par la transmission orale et par les gestes qui marquent les fêtes, la maison est un lieu de fidélité aux traditions. À un autre niveau, la mise en scène même d'un coin de prière, si elle existe, révèle une conscience du sacré qui ne requiert pas d'architecture solennelle. La présence d'une lampe dans un emplacement choisi peut signifier une veille spirituelle, la mémoire d'un événement, ou simplement une commodité. Les textes brefs, tels que les bénédictions familiales, apportent un contrepoint. Ils montrent que la parole liturgique se prononçait à la maison, et que les objets accompagnaient ces paroles. Il est temps d'évoquer la conservation intentionnelle d'objets. Les dépôts en fondation, les vases scellés sous des sols, les fragments réunis dans un coin peuvent être des gestes de sauvegarde, parfois pratiques, parfois symboliques. Dans certaines maisons, les familles procédaient à des gestes destinés à protéger la demeure. Laisser une pièce inférieure partiellement remplie de tessons pour stabiliser une base, recouvrir un objet précieux d'un mortier pour le protéger des vols, enterrer des restes près d'une fondation en mémoire d'un événement.
Les archéologues parlent alors de gestes de mémoire, des actes matériels qui témoignent d'une volonté de transmettre ou de préserver. Ces pratiques ne relèvent pas exclusivement du religieux, mais elles montrent que les familles faisaient confiance à des moyens matériels pour tenir ensemble une histoire. Poursuivons par une réflexion sur la tension délicate entre la démonstration scientifique et la spiritualité vécue. L'archéologie cherche à fournir des images fiables du passé, mais la foi habite des espaces qui excèdent la mesure purement matérielle. Ainsi, lorsque nous voyons une lampe polie par le temps, le scientifique mesure son âge, analyse sa composition. Le croyant y voit une trace de prière, une lueur humaine qui a résisté. Ces deux regards ne sont pas nécessairement opposés, ils se complètent. L'approche la plus féconde accepte la modestie de la preuve matérielle et la densité de l'expérience spirituelle. Dire que cette lampe montre la présence de la foi serait excessif. Dire que cette lampe témoigne d'un usage qui peut s'inscrire dans une pratique religieuse est plus conforme à la prudence requise. Entrons maintenant dans un domaine plus technique sans perdre notre souffle contemplatif. Les méthodes qui permettent de relier poterie et régime alimentaire, four et fréquence de cuisson, cours et fonctions sociales. L'analyse des micro-résidus, par exemple, permet de détecter des traces de lipides qui signent la présence d'huile ou de matières animales. Les pollens et phytolithes retrouvés dans des couches domestiques révèlent les plantes utilisées. L'analyse isotopique des os permet de suggérer des variations dans l'alimentation d'une population. Un indicateur indirect du niveau de richesse ou des changements climatiques. Ces outils ne donnent pas d'histoire humaine simple, mais constituent un ensemble de traces qui, mises bout à bout, dessinent des tendances et offrent une base pour imaginer la vie quotidienne avec plus de précision. Il est utile de consacrer un passage aux variations sociales visibles dans l'habitat. La densité des objets, la qualité de la poterie, la présence d'éléments décoratifs indiquent une gamme de niveaux de vie. Une maison plus aisée peut se distinguer par des enduits peints, des sols dallés, des amphores importés, un mobilier plus abondant. Une maison modeste se verra par des sols en terre battue, des poteries sobres, moins d'objets de statut. Mais il faut éviter le déterminisme simpliste. Richesse et piété ne se recoupent pas forcément. On retrouve parfois une grande ferveur religieuse dans des milieux modestes et une pratique plus ritualisée dans des contextes plus aisés. L'archéologie sociale tente de saisir ces nuances. À l'approche du climax de notre récit, revenons à l'émotion. L'instant où la matière devient parole. Imaginons une découverte qui assemble plusieurs indices. Une cour intacte, une lampe gravée, 2 jarres, un tesson portant une courte inscription. Et qui, dans sa conjonction, raconte une scène plausible. L'archéologue retire délicatement la terre. La lampe apparaît entière, la suie encore visible en son col. Un petit tesson révèle un nom griffonné, peut-être celui d'un membre de la famille. Le silence se fait parmi l'équipe. Chacun mesure la distance entre ce fragment et la personne qui l'a manipulé 2000 ans plus tôt. Ce n'est pas un miracle au sens d'une manifestation surnaturelle mesurable. C'est une fracture de silence où s'avance une voix humaine. L'émotion naît de cette proximité. La certitude que des gestes semblables aux nôtres se sont répétés dans ces murs. Après ce moment, la méditation s'élève naturellement vers une réflexion plus vaste. La maison, espace où se mêlent que nourriture, travail, prière, est un lieu de comparaison entre passé et présent. Les gestes que nous accomplissons aujourd'hui, allumer une lampe, partager un repas, enseigner un enfant, inscrivent notre continuité dans une chaîne d'action qui traverse le temps. La présence du divin pour les habitants de l'époque ne nécessitait pas de temples monumentaux au quotidien. Elle se glissait dans la répétition des gestes, dans la manière de bénir un pain, dans la table partagée. Pour conclure notre voyage, revenons à la question initiale. À quoi ressemblaient les maisons au temps de Jésus? Elles étaient variées, mais partageaient des logiques communes. Centralité de la cour, polyvalence des pièces, toit utilisé, présence d'un foyer domestique, stockage vital de provisions, et une gamme d'objets domestiques qui rythmaient l'existence. Elles étaient des lieux où se vivaient des formes de piété discrètes, non prescrites par des architectures sacrées, mais inscrites dans les gestes et les objets. L'archéologie nous donne des indices qui suggèrent, qui rendent plausible cette porosité entre profane et sacré, entre établissements matériels et pratiques spirituelles. Nous repartons donc, non pas avec des certitudes absolues, mais avec une image enrichie. Une lampe vacillante dans une cour de pierre, un tabun qui rend l'air plus sec,
des mains qui pétrissent le pain, et autour de ce pain, la transmission d'un récit sacré. Les murs nous parlent en fragments. La science nous aide à assembler ces fragments. La foi y trouve des repères qui la relient à un passé humain et humble. Si ce voyage dans les intérieurs du 1er siècle vous a touché, retrouvez la suite de notre enquête et des ressources complémentaires dans la description. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines explorations de l'archéologie biblique. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime que les pierres racontent des histoires. Que ce retour aux maisons d'autrefois nous rappelle que le sacré n'est pas toujours spectaculaire. Il se cache souvent dans la lampe portée à la main, dans le pain partagé, dans la voix qui raconte. En regardant nos propres foyers aujourd'hui, nous pouvons apprendre à percevoir la mémoire qui habite les objets et à considérer chaque geste quotidien comme un possible acte de transmission. Ainsi, le passé et le présent se répondent, non pour effacer la distance mais pour révéler que, malgré les siècles, l'essentiel, la table, la lampe, la parole, demeure le fil qui relie les vies humaines.